Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Hervé Kabla. Difficile de résumer en quelques secondes ce que vous faites, Hervé Kabla. Vous êtes en quelque sorte le pape du marketing sur Internet et particulièrement des réseaux sociaux. On vous connaît d'abord par vos blogs, on vous connaît par vos livres, vous êtes polytechnicien. Vous avez également une agence qui s'appelle Be Angels, agence spécialisée dans les médias sociaux, pas simplement le web, vous allez un peu plus en profondeur. Et il y a votre nouveau livre qui sort, le social selling, expliqué à mon boss. Alors, c'est quoi le social selling? Alors, le social selling, en fait, c'est un concept qui s'est développé en même temps que l'explosion exponentielle des usages des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn et Viadeo. Ça consiste très simplement à tirer parti de sa présence sur les réseaux sociaux professionnels pour faciliter, améliorer sa performance de vendeur. Donc, un réseau social professionnel comme LinkedIn contient à peu près 350 millions de profils, 10 millions en France. C'est une base de CV extraordinaire qui indique à la fois les parcours, les compétences, mais également les liens entre les individus. Et pour les vendeurs qui savent en tirer parti, c'est une mine d'informations pour préparer un rendez-vous, avoir un rendez-vous avec un prospect. Ça permet de bien qualifier son prospect, de savoir quel est son réseau de relations. Et finalement, ça aide à conclure la vente. C'est une nuance fondamentale ce que vous dites là. C'est pas fait pour vendre, mais pour aider à conclure la vente. C'est absolument pas fait pour vendre. Par exemple, moi, si avec Kabla, je vous cible, je suis vendeur, je vous cible sur un réseau social, je vais pas vous vendre des choses via le réseau social, mais si j'ai rendez-vous avec vous pour vous vendre une voiture, je vais pouvoir engager la conversation sur les réseaux sociaux, voilà, vous dire vous avez fait tel livre, c'est un sujet qui est passionnant, et donc je vais davantage vous mettre en confiance. Alors, en fait, c'est un peu ça. Le point clé. D'abord, il faut absolument pas tomber dans une démarche de vendeur qui fait du porte-à-porte, qui s'apparente au spam. Du style, je demande mon interlocuteur en contact, il accepte la mise en relation et tout de suite, dans les 30 secondes qui suivent, je lui envoie un mail en disant faut à tout prix que je vienne vous voir pour vous présenter. Non, c'est absolument pas ça. En fait, on change complètement de perspective, on rentre dans le réseau relationnel de ses prospects et on fait en sorte qu'ils apprennent à nous connaître. C'est un petit peu comme le Petit Prince. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Petit Prince et le renard, lors de leur première rencontre, le renard explique qu'ils ne peuvent pas devenir amis du jour au lendemain, comme ça, il va falloir du temps, il va falloir s'apprivoiser. Et le réseau socio-professionnel offre justement le cadre pour apprendre à s'apprivoiser. Comment? Eh bien, par exemple, en partageant de l'information utile pour la personne avec qui j'ai envie de conclure une vente. Donc, c'est par ma capacité à lui apporter du service, de la connaissance, à l'éduquer, qu'au final, je vais monter en estime auprès de cette personne-là et qu'un jour, très probable, lorsqu'ils auront besoin effectivement d'acheter un service ou de nouveaux produits, ils feront appel à moi, qui suis devenu finalement l'expert, le vendeur expert de mon domaine, pour les aider à se renseigner et puis finalement à conclure la vente. D'ailleurs, tout est dans la finesse. Et d'ailleurs, ce livre, le social selling expliqué à mon boss, doit être lu après que l'on ait intégré vos précédentes leçons, par exemple dans vos précédents livres, comme la communication digitale à mon boss ou tout savoir sur les médias sociaux, parce qu'en réalité, il y a une trame que l'on retrouve dans votre discours, dans votre travail sur votre blog, dans tous vos livres, c'est agissez en finesse. Oui, parce qu'on l'utilise parfois mal, les gens l'utilisent parfois un peu à la bulldozer. Alors qu'en réalité, ce sont des réseaux, c'est du virtuel, mais en réalité, ça va être comme le réel. C'est les gens qui font du rentre-dedans dans la vraie vie. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut apprendre, il faut courtiser, il faut séduire son interlocuteur. C'est comme une jolie femme, finalement. Si on arrive directement avec une jolie femme en lui disant quel est le but avoué de la soirée qu'on veut passer avec elle, en général, ça marche pas. Exactement. C'est exactement ça. C'est la confiance qui va créer la relation. Et les réseaux sociaux sont là, quand on les utilise bien, justement, pour créer ce cadre de confiance. Alors, les réseaux sociaux, alors vous intervenez à des très hauts niveaux sur des entreprises du CAC 40, sur des conseils, sur des entreprises, sur des communautés managers, etc. Mais il y a beaucoup d'artisans en province, de commerçants, voire même des PME qui s'imaginent qu'avoir une page Facebook, ça y est, c'est la panacée. Allez, une fois par semaine, on met le nouveau menu ou la promo moins 10% et ça suffit. Ça se retourne aussi contre les personnes. Il faut savoir les utiliser avec intelligence. Le point clé, c'est qu'il ne faut pas confondre réseaux sociaux et marketing direct. C'est absolument pas la même chose. Et publicité.
les réseaux sociaux, d'abord, derrière ces réseaux sociaux, il y a des entreprises américaines, et une entreprise, ça vit en réalisant des bénéfices. Donc ces boîtes-là, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google au travers de YouTube, ne vous offrent pas des plateformes de publicité gratuites. Et non, rien n'est gratuit chez eux. Au début, c'est un petit peu comme la drogue. Hein. La première fois en goutte, c'est gratuit, mais ensuite, il va falloir payer pendant le restant de sa vie. Lorsque vous mettez le doigt sur ces plateformes, c'est pour les alimenter, faire vivre votre réseau, mais surtout pour pouvoir toucher un public le plus large possible. Et pour toucher un public large, malheureusement, il va falloir payer en ce qu'on appelle l'extension de la portée. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1000 sur fans, Facebook, on voit ça chez les professionnels. 1000 fans sur Facebook, ben lorsque vous faites une publication, ce ne sont pas ces 1000 fans qui reçoivent la publication, c'est à peu près 5%. 50 fans qui vont recevoir le contenu. Vous voulez toucher plus, il va falloir payer. C'est pas très cher. D'où la distinction entre page personnelle et page professionnelle. Alors la page personnelle, c'est la page que nous avons tous à titre individuel, qui nous permet d'avoir des amis, avec une limitation, 5000 amis. On peut les inviter, mais on ne peut pas aller au-delà. Si on veut avoir des contacts professionnels, que ce soit des clients, des partenaires, des distributeurs, etc., il faut passer sur un concept de page professionnelle. Et c'est exactement la même chose sur LinkedIn. LinkedIn est en train de devenir le Facebook de l'année 2015. Ils ont copié grosso modo les mêmes concepts, la même plateforme, le like, le partage, le commentaire, le concept de page professionnelle et la manière de diffuser de la publicité. Les tarifs sont un peu plus chers sur LinkedIn, en revanche. Ah justement, Hervé Cabla, vous évoquiez ce piège. Moi, je vois aussi un autre piège. Par exemple, je vais prendre j'ai cliqué j'aime parce qu'il y a un commerçant que j'aime bien qui vend des chaussures. Hein, voilà, c'est un petit commerçant, comme on dit. Il a fait sa page Facebook et il ne s'est pas rendu compte qu'en incitant ses clients à aimer sa page et donc à les fidéliser autour de sa page chaussures Dupont, voilà, dans Hôtelville, Facebook allait lui mettre des pubs pour sarenza.com en plein milieu et allait recapter ses clients pour les emmener ailleurs. C'est aussi un piège. Il y a aussi du paramétrage. Hein. Facebook est une formidable machine, mais relativement complexe. Et il y a des paramètres qui permettent d'éviter ce type de situation. On autorise ou non Facebook à afficher les publicités pour l'instant. Les pages concurrentes. Non, je pense que le réglage arrivera toujours parce que faut se passer sur le long terme. Facebook n'a aucun intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. Ils ont intérêt à ce qu'on y reste. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on en soit dégoûté. Oui. Mais quand même, dans votre discours, vous n'êtes pas quelqu'un qui dit « Allez-y, il faut y être, vous êtes ringard si vous n'y êtes pas ». Vous dites « Allez-y si vous allez y consacrer un peu de temps. Hein, voilà. C'est absolument pas une question de ringardise. On est entre gens sérieux. Dans une entreprise, on ne travaille qu'à générer du profit pour l'entreprise. Et il faut donc intégrer les réseaux sociaux dans un dispositif de communication qui soit cohérent. Ça ne sert à rien d'aller sur Facebook si nos clients ne sont pas sur Facebook. Ça ne sert à rien d'aller sur telle plateforme si nos clients ne sont pas sur cette plateforme. On utilise... En principe, ils y sont tous maintenant. Ah, pas forcément. Il y a 30 millions de Français qui sont sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a aussi 30 millions de Français qui n'en sont pas, grosso modo. Si l'on travaille avec certaines catégories professionnelles qui sont sous-représentées sur Facebook, ça ne sert à rien d'y aller. L'exemple est encore plus parlant pour Twitter. Sur Facebook, vous trouvez grosso modo, c'est vrai, l'ensemble des groupes d'individus. Hein, toutes les fonctions, tous les rôles, tous les métiers sont représentés. Sur Twitter, ce n'est pas le cas. Sur Twitter, il n'y a pas beaucoup de boulangers. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'avocats. Il n'y a pas beaucoup de dentistes. Sur Twitter, les gens qu'on rencontre sont plutôt des gens qui communiquent, des gens qui l'ouvrent. Alors on va trouver des blogueurs, des communicants, des journalistes, des politiques. On trouvera au sein de certaines professions, chez les dentistes et les boulangers, des gens qui l'ouvrent. Mais à titre personnel. Et là où ça devient intéressant, ce sont des gens qui, au travers de leur présence sur Twitter, vont représenter la profession. Donc si vous êtes capable de vous exprimer et de représenter un groupe d'individus, alors oui, Twitter est un outil intéressant pour vous. Mais n'allez pas croire que vous allez toucher l'ensemble de vos clients en utilisant Twitter. Il faut garder un peu de vigilance, une part de vigilance vis-à-vis des usages qu'on fait des réseaux sociaux. Sur le coût, Hervé Cabla, je me suis intéressé au coût par exemple, qui était proposé par Facebook pour les extensions de portée par Google, etc. On a longtemps cru, il y a une crainte des médias dits traditionnels, que sont la télévision, la radio ou la presse. On s'aperçoit que le coût au mille apporté par les grands médias reste encore toujours très compétitif. Hein. Donc, il faut savoir aussi bien paramétrer cela. Alors, il faut apprendre à le paramétrer. Il faut comprendre ce qu'on peut faire avec ces outils. Avoir 100 000 fans sur Facebook,
On peut le faire très facilement en achetant du fan. Alors, on n'achète pas du faux fan, mais on peut demander à Facebook de mettre en place une campagne publicitaire pour récolter des fans. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit. C'est bien plus cher qu'un média traditionnel. Si on veut atteindre des 500 000 fans ou des 600 000 fans, il vaut mieux se prendre un spot de pub sur TF1 à 20h30 en disant rejoignez-nous sur la page Facebook. Mais il y a une différence, c'est que le spot de pub il va passer une fois. Le spot de pub, voilà, la page Facebook, elle, sera là sur le long terme. Et la page de mais il faut dire rejoignez-nous sur la page Facebook. Ramener le trafic. C'est pas évident. Parce que la campagne sur Facebook, je peux la faire extrêmement ciblée. Je peux la développer sur plusieurs niches. Je peux créer plusieurs communautés. J'ai des informations, j'ai en fait toute la capacité à mesurer qu'offre le digital, que n'offrent pas les médias traditionnels, malheureusement. On reste quand même sur des données relativement floues. On a des estimations, on a des statistiques. On tape large, quoi. On tape large. Avec les réseaux sociaux, on a des données exactes. Je sais qu'il y a 59 000 jeunes de 13 à 25 ans qui aiment le foot à moins de 40 km de Strasbourg. Très bien, je sais dimensionner ma campagne pour une marque de bière ou pour un t-shirt d'un joueur de l'équipe de France. Alors, vous êtes d'une génération, on est d'une génération quand on a commencé à travailler, à cultiver nos réseaux, on a été éduqués dans le culte du secret. Et que les réseaux, il fallait être introduit, on était content d'avoir des relations, et la valeur des cartes de visite que l'on récoltait après un bon dîner, à se rappeler après, etc., ça constituait notre valeur en quelque sorte. Et il fallait surtout pas le partager. On disait de quelqu'un, je veux le recruter parce qu'il a un super carnet d'adresses. Et on a basculé maintenant. La valeur, elle vient du partage. Alors, non seulement elle vient du partage, mais la valeur d'un réseau évolue. Il y a une loi d'un chercheur américain, la loi de Zipf, qui dit que la valeur d'un réseau évolue selon le carré du nombre de ses membres. Plus notre réseau est large, plus on est valorisé. C'est un élément essentiel. Je pense qu'on a complètement changé de paradigme. En réalité, la culture du secret, elle ne tient plus à l'heure du digital et de l'Internet. Ouais. Le risque lié au secret est bien plus grand que les bénéfices liés finalement à une certaine dose de transparence et de la visibilité. Aujourd'hui, la valeur, elle est dans un message qui est intelligible, clair, accessible, pour une raison très simple, c'est qu'on passe tous, je ne sais combien de fois par jour, sur un site très simple qui s'appelle Google. Je cherche une information, je vais sur Google. Je cherche une confirmation d'une information, je vais sur Google. Comment l'information évolue? Je retourne sur Google. Google est le point de passage obligé par lequel on passe plusieurs fois par jour pour accéder à l'ensemble des informations qu'on peut chercher. J'ai même rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit Google, c'est la page d'accueil du web. Oui, Google, c'est la page d'accueil du web. Il faut avoir ça en tête. Et donc, le fait de disposer, de présenter de l'information devient capital parce que si ce n'est pas nous qui présentons l'information, ce seront d'autres sources. D'autres sources qui pourront présenter l'information sous un autre angle, qui ne sera peut-être pas l'angle sous lequel on sera apprécié à notre juste valeur. Donc il faut prendre de l'avance. Et donc il faut, bizarrement, inverser ce que vous avez dit, sortir de la culture du secret pour entrer dans une culture de l'ouverture, de la transparence. Mais est-ce que ça ne fait pas perdre de la valeur? Par exemple, je pense à des gens, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Il y a dans les années 80, j'avais pu approcher Claude Carrère, producteur de disques et producteur de télévision, dont on ne savait pas qui étaient ses amis, qui ne voyaient jamais personne. Et quand les gens avaient un rendez-vous avec Claude Carrère, ils arrivaient en tremblant, en disant pour la première fois, on ne connaît même pas son visage. Et ça faisait peur. Donc il y avait on était déjà très très impressionnés. Jean-Marie Messier, plus près de nous, on n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux, cultivés aussi cela. Donc on impressionnait. Et puis même proche de nous, ben voilà, à notre époque, vous n'allez pas trouver François Pinault ou Vincent Bolloré sur LinkedIn. Je trouve Thierry Breton. Pas la même culture. Alors peut-être, il est très anglo-saxon lui dans sa culture. Pas la même culture, peut-être pas tout à fait la même tranche d'âge. Et je reviens sur ce que je disais, on a changé d'époque, on est rentré dans l'âge de la multitude. On est rentré à une époque où la valeur d'un réseau se voit
immédiatement dans un tas de domaines. Ça ne veut pas dire que les gens qui protègent leur réseau perdent complètement leur valeur. J'ai des amis qui ont des rôles, des fonctions sur lesquelles le réseau effectivement garde une valeur essentielle, typiquement des gestionnaires de fonds d'investissement, et qui ne veulent pas exposer leur réseau. C'est un choix. Mais ceux qui l'exposent, s'ils sont capables justement de surfer sur la valeur qu'ils exposent, sont encore plus convaincants. Alors il y a réseau et réseau, Hervé Cabla. Si vous êtes ami, si je suis ami par exemple avec Thierry Breton et vous le voyez sur un réseau, tiens, il est ami avec Thierry Breton, comment savez-vous que si simplement Thierry Breton, je l'ai croisé une fois dans ma vie, il a répondu oui par courtoisie, ou si je dîne avec lui toutes les semaines, c'est pas pareil. Bien sûr, il y a réseau. D'interaction va pas être le même. C'est clair, ce n'est pas parce qu'on est en relation avec quelqu'un qu'on est forcément proche. En réalité, on a mis sur Facebook des gens qu'on n'a jamais vus. Tout à fait. En réalité, on expose un certain réseau, et puis ensuite, c'est l'épreuve du temps qui permet de montrer et d'illustrer si on est capable de l'activer ou non. Il y a eu tout un débat sur l'influence. Hein. Il y a quelques années, il y avait un site qui s'appelait Clout, qui a eu beaucoup de succès, qui disait on va mesurer l'influence. Qu'est-ce qu'il mesurait? En réalité, il ne mesurait absolument pas l'influence, il mesurait le niveau d'activité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si on partageait beaucoup, tout d'un coup, l'influence montait, et puis si on partait un mois en vacances et coupé, déconnecté du réseau, l'influence tombait. Il y a beaucoup d'enfumage, pour rester poli, autour de cette notion d'influence. En réalité, des gens qui n'exposent pas leur réseau restent totalement influents, si ce n'est plus. Le seul point intéressant, finalement, c'est pas tant la qualité du lien qui va me rapprocher de telle ou telle personnalité, c'est l'étendue du lien. Je suis capable, au travers de mon réseau, peut-être pas de toucher Thierry Breton, mais de toucher 12 millions de personnes. Ouais. Je suis capable de prendre rendez-vous avec le directeur marketing de telle filiale d'un grand groupe international, simplement parce que ma fiche LinkedIn lui parle, évoque quelque chose, et que mon message d'introduction a été posé correctement. Et c'est ça la valeur du réseau aujourd'hui. La valeur, elle n'est pas tant dans l'individu, elle est dans le réseau du réseau du réseau de l'individu. Voilà. Est-ce que ça veut dire finalement qu'on a aussi changé d'époque et que le réseau, c'est en quelque sorte, ça pourrait être le service militaire de la relation? Je vais expliquer ce que je pense par là. On a souvent dit que le service militaire était un peu le moment de la vie où le fils de ministre, le fils de PDG, le fils de boulanger ou d'agriculteur se retrouvaient dans la même chambrée et discutaient le soir. Voilà, l'égalité. Or, dans les réseaux, vous qui êtes à haut niveau sur Paris, on vous a souvent présenté telle ou telle personne en disant si tu as besoin d'un contact, lui il connaît tout le monde, vous dînez avec lui, vous avez besoin de ça, il passe un petit coup de fil, il vous arrange le truc, et c'était réservé à des initiés. Or, le réseau permet à des gens qui ne sont pas dans des cercles parisiens un peu plus initiés de pouvoir quand même rehausser leur vie professionnelle. Alors, vous avez raison sur le parallèle, effectivement, c'est une zone de brassage. Toutes les classes de la population, non seulement française mais mondiale, sont représentées. Des pauvres, des riches, des gens éduqués, des gens mal éduqués, des ingénieurs, des commerciaux, etc. On trouve tout le monde. Alors, paradoxalement, je ne comparerais pas ça à la chambrée. Je pense qu'il y a... J'utilise parfois des parallèles pour les réseaux sociaux. Je considère que Twitter, c'est... Ayant vécu aussi, je sais ce qu'est une chambrée. On a partie d'une génération qui a fait l'armée, on sait ce que c'est. Non, pour moi, Twitter, c'est la rue plutôt. On rencontre des inconnus. Très très fort, la rue. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la rue? Tout le monde n'est pas capable de se promener tout nu dans la rue. Et Twitter, parfois, on se promène tout nu sans le savoir. Facebook, c'est la salle de classe. C'est l'université. On sait qu'on est dans le même bain, on a des copains en commun, on pourrait se retrouver à la même soirée. Et puis LinkedIn, c'est l'open space. On bosse dans la même boîte ou sur les mêmes sujets, sur les mêmes problématiques. La force du réseau ici, c'est effectivement de permettre ce brassage qu'on aurait pu réaliser dans la vraie vie, mais il y a une dimension temps qui ne permet pas de discuter une demi-heure avec chacun des salariés de la même boîte ou chaque personne qui passe par la même université. Mais en revanche, le fait de le modéliser au niveau du réseau social permet effectivement d'actionner ces liens-là. Pour moi, en fait, la force du réseau, c'est la force de l'annuaire des grandes écoles tel qu'on le voyait auparavant. Et d'ailleurs, il y a un des effets
pervers ou extrêmement intéressant des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont tué les associations des anciens des grandes écoles. Très juste. Enfin, elles ont leur propre annuaire. J'entends encore oui, des gens me dire je peux l'appeler parce qu'il est Bien dans sûr, l'annuaire des anciens de Sciences Po. Mais qui paye la cotisation? Plus personne ne paye la cotisation. Avant, la cotisation, elle servait à payer un annuaire sur papier glacé qu'on recevait tous en un piston éventuel, on va dire les choses clairement. Mais aujourd'hui, si j'ai besoin de rentrer en contact avec un X ou avec un HEC ou avec un centralien, j'ai fait la même école, on se retrouve tout naturellement sur LinkedIn. On est au courant d'ailleurs des évolutions des uns des autres. On a un petit message qui nous dit tiens, ton copain, il a été nommé patron de telle activité ou il a changé de boîte, etc. Ce qui est très intéressant. Et je reviens au social selling. Les changements de boîte sont des occasions de faire du business. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, en utilisant le réseau social aujourd'hui, je suis capable de faire ce que permettait auparavant l'annuaire, le carnet d'adresses. Résultat, les associations d'anciens sont en train de souffrir. Mais quand je dis souffrir, c'est un euphémisme en termes de collecte de cotisations. Et le business des annuaires est en train de s'effondrer. Oui, mais alors, si je refais ce parallèle sur la rue ou les cercles, etc., il y a quelque chose qui est totalement différent, c'est l'affinité que l'on peut avoir. Avoir une conversation de 5 minutes générale, Hervé Cabla, en parlant de vos livres, on crée une affinité très très fine. Si on passe une soirée ensemble et qu'on se découvre des affinités sportives, politiques, culturelles, là, si on voit que ça correspond, le câble devient de plus en plus épais. Oui, mais... Et là, on sait que vous pouvez m'appeler ou je peux vous appeler beaucoup plus facilement que si le fil est tout léger. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas monolithique. Il y a quatre piliers sur lesquels on construit un réseau social. Le premier, c'est le profil. C'est comment on se présente. Très important. La carte de visite, la photo, le titre, le CV. Les données du profil sont des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, Facebook s'appuie sur des données qu'on diffuse pour enrichir ce CV, ce profil. Deuxième élément, ce sont les liens. Un réseau social, c'est un réseau, et donc il y a des liens. Okay, s'il n'y avait pas les liens, j'aurais juste un annuaire. Un annuaire, c'est bien, mais il manque une dimension. Le lien, c'est ce qui va me permettre de qualifier le type de relation. Troisième élément, c'est l'activité, c'est ce qu'on partage. Ah, ce soir, j'ai dîné à tel endroit, j'ai vu tel film, je suis actuellement à la Baule, etc. Et puis le quatrième élément, c'est la donnée physique qu'on peut partager, c'est de la vidéo, c'est de l'image, etc. Et tous les réseaux sociaux s'appuient sur ces quatre socles. Alors là où je veux en venir, c'est que la discussion, le fait de passer la soirée ensemble, de trouver des affinités, on a vu tel film, on aime telle équipe de foot, etc., c'est matérialisé sur les réseaux sociaux par la diffusion des activités au niveau du réseau. Tiens, j'ai vu qu'un tel a partagé ça, ah c'est pas mal, moi aussi j'aime bien le machin, etc. C'est un élément intéressant du réseau social, mais après tout, on aurait pu très bien s'en passer si on passait la soirée ensemble. Là où ça devient intéressant, le réseau social, c'est l'interconnexion. Parce que chaque individu est multiple. Quelqu'un qui aime le foot peut aussi être un excellent ingénieur, avoir une foi chrétienne extrêmement développée, et puis, je ne sais pas moi, donner pour des associations. Et donc, il a des réseaux, un réseau dans le foot différent. Et lui, il est le nœud qui permet d'interconnecter ces réseaux-là. Et donc, il offre des passerelles entre des individus qui se seraient peut-être jamais croisés. C'est ça où ça devient intéressant. C'est qu'au travers du réseau social, on va pouvoir matérialiser des liens qui, dans la vraie vie, auraient pu se produire. On invite ces deux copains à la même soirée et par hasard, ils discutent ensemble. Mais parfois, ils ne se produisent pas. Et bien, avec le réseau social, ils sont là, virtuels, et par l'alimentation en contenu, je mets en relation des gens qui autrefois ne se seraient jamais rencontrés. Et ça, c'est extrêmement fort. Certains ne risquent-ils pas de se créer des fausses images, des fausses identités sur les réseaux sociaux pour se donner un style? Alors, ici, on a, par exemple, dans une commune, il y a un magazine municipal qui sort chaque année où tous les adjoints au maire avaient une page en leur disant « Qu'est-ce que vous aimez comme musique ?» Et répondaient tous « Mozart ». Brahms. Le mec, il écoute Énergie quand il est dans sa voiture, quoi. Et c'est pour faire style, quoi. Excusez-moi, mais c'est exactement ça. Alors, effectivement, il y a un risque, à la fois un risque et une tendance à modifier ou infléchir ou à exagérer l'image qu'on veut donner de soi-même sur les réseaux sociaux.
C'est un comportement humain. C'est un comportement humain. Il faut avoir ça en tête, c'est qu'on est tous des animaux sociaux qui cherchons à valoriser certains aspects de notre personnalité. Et par la souplesse offerte par les réseaux sociaux, on a tendance effectivement à exagérer son poste. On était manager, on devient directeur. Oh, c'est pas très différent. Comme le mec avec les filles, quoi. C'est un peu pareil. Exactement. On a tendance à légèrement exagérer et s'inventer parfois de nouvelles compétences, de nouvelles vies, de nouveaux centres d'intérêt. Ce n'est pas faux. C'est pas pour autant que les réseaux sont condamnables. C'est le comportement des individus qui est condamnable en l'occurrence. Oui. Les réseaux ne sont pas là pour c'est pas condamnable, c'est pas méchant. Mais bon. Parfois, alors, là on est en train de discuter sur les aspects gentils du truc, mais il faut bien comprendre que les réseaux sociaux servent aussi à des fins, je ne vais pas dire abominables, enfin des escrocs. Oui. Les escroqueries sur les réseaux sociaux sont choses communes. Vous êtes contacté par une jolie jeune fille que vous ne connaissez pas, mais... elle est ivoirienne en général, et puis en général, c'est pas une jeune fille. Ah, je pensais de ces gens dans les cybercafés là-bas. Je vais vous donner le scénario qui est arrivé à un copain à l'enfant d'un copain. Donc une jeune fille qui contacte cet individu, ce jeune, une quinzaine d'années, qui a laissé ses amis accessibles sur Facebook et qui contacte ses amis. Et donc... il y en a certains qui acceptent, et puis les autres hésitent, mais comme ils vous constatent que cette personne est amie avec leurs amis, ils disent pourquoi pas, je vais accepter, ils acceptent, et puis finalement la jeune fille accepte ces choses-là, et puis un jour elle renvoie un message avec une vidéo pornographique dont le visage a été trafiqué pour que ce soit la photo de l'un de ces gamins qui apparaît sur la vidéo, en disant voilà, c'est simple, c'est 500 €, je diffuse la vidéo à tous tes copains Facebook, d'ailleurs je suis copain avec eux, etc. D'ailleurs, c'est du racket. Vous avez, là je vous donne la version pour individu, je vous donne aussi la version pour entreprise. Donc vous avez le faux profil LinkedIn qui déclare travailler pour l'entreprise lambda, qui va contacter d'autres salariés de l'entreprise lambda. Bizarrement, c'est un vrai nom d'un salarié lambda parce qu'il suffit d'aller sur LinkedIn ou vidéo pour trouver le vrai nom, avec le vrai poste. Et on rentre en relation, et puis petit à petit, on va rentrer en relation avec des gens qui ont des profils intéressants et leur demander de tester le nouveau système d'information qui est en version bêta, etc. Etc. Et là, on se connecte avec de vrais identifiants et on ouvre une brèche dans le système d'information de l'entreprise. Voilà. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés par des arnaqueurs, par des gens qui ont des objectifs clairement liés à la manipulation malhonnête. Il faut en avoir conscience et c'est la raison pour laquelle il faut rester à tout moment vigilant sur son utilisation. Et on revient sur tous vos livres d'ailleurs, il y a ce mot qui revient. Hervé Kabla, merci. Le social selling expliqué à mon boss. Pourquoi mon boss et pourquoi c'est pas le boss qui explique le social selling? Alors, je vais vous donner deux raisons. La première, c'est parce que j'ai eu un boss que j'ai adoré qui s'appelle Arnaud Poujardieu, qui était directeur commercial de Dassault Systèmes et avec qui j'ai fait mes premiers pas sur les réseaux sociaux et c'est une manière de lui dédier les premiers ouvrages que j'avais créés. Et puis la deuxième, c'est qu'au moment de créer de choisir le système, merveilleuse boîte, boîte, le logiciel Katia et tout ça. Deuxième raison, c'est que on s'est dit au moment où on a écrit le premier livre, Les réseaux sociaux expliqués à mon boss, on aurait pu l'appeler Les réseaux sociaux pour les nuls. Mais vous savez, on s'adressait à un public en entreprise et j'ai jamais apprécié le fait de laisser sur son bureau un bouquin pour les nuls. Ça veut dire qu'on est nul. C'est tellement connu maintenant que ça passe. Ouais, mais je ne peux pas vexer. Voilà. Non, ça veut dire que je ne connais pas encore le sujet, je suis en train de l'apprendre. Je pense que mais je crois qu'il faut l'apprendre. Alors là, il faut agir avec beaucoup d'humilité. Il faut l'apprendre, mais le fait de le tourner en amont boss, c'est que non seulement je vais l'apprendre, mais je vais en maîtriser les usages de manière à ce que ça devienne un sujet majeur pour l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux, de la communication digitale, ne peut absolument pas se faire s'il n'y a pas du support du boss et de l'équipe de management. Sans le support, sans l'engagement, ça ne marchera pas. Donc vous vous adressez, à travers le social selling expliqué à mon boss, à une catégorie de cadres, d'entrepreneurs, commerciaux, aux forces de vente. Mais surtout directement aux forces de vente, comment utiliser votre profil sur LinkedIn ou sur Viadeo pour qu'il devienne un outil au service de votre démarche de vendeur, au même titre que la voiture de fonction ou le téléphone portable. Aujourd'hui, on paye un abonnement pour un téléphone portable à 30 €. Un abonnement professionnel sur LinkedIn, c'est 30 €. Je ne sais pas si on peut le faire passer, ça, dans une entreprise. Alors, je travaille avec des entreprises qui, aujourd'hui, offrent... Considèrent que ça fait partie du package. SAP, j'ai coécrit le livre avec Sylvie Lashkar, qui est formatrice
pour toute l'Europe, elle forme les forces de vente SAP à LinkedIn. SAP est le premier client LinkedIn en nombre de licences, ce qu'ils appellent le Sales Navigator. Très bien. Donc, le social selling expliqué à mon boss. Et puis, il y a aussi le précédent, hein, tout savoir sur les médias sociaux. Et puis, la communication digitale expliquée à mon boss, qui, lui, ces deux autres livres sont plus grand public. Hein, vous êtes davantage... Alors, la communication digitale s'adresse à un public entreprise. Les médias sociaux et B2B s'adressent essentiellement à des entreprises en B2B parce que, paradoxalement, j'ai rencontré beaucoup d'incompréhension auprès des entreprises qui... Pourquoi rester dans le B2B alors que le B2C, ça peut être un artisan aussi qui peut aussi apprendre à pour se servir pour une raison assez simple, c'est que paradoxalement, les réseaux sociaux sont plus efficaces en B2B. En B2C, on est obligé de passer par des plateformes qui aujourd'hui génèrent beaucoup de bruit, Facebook ou Twitter. En B2B, on est sur des plateformes qui sont extrêmement bien ciblées. Et on est capable... commercial en B2B, c'est la population de ses clients, il connaît la liste de ses clients, des boîtes avec qui il peut travailler, c'est pas 10 millions de clients potentiels, c'est peut-être 200 clients à adresser. Quand on connaît les individus au niveau de ces boîtes-là, on est capable très rapidement de développer du lien en utilisant les réseaux sociaux avec ces structures. Merci Hervé Cabla. C'était passionnant cette conversation. Merci. Vous êtes polytechnicien, on peut vous retrouver sur votre blog. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres et le dernier en date s'appelle Le Social Selling, expliqué à mon boss. Merci beaucoup. Merci Hervé Cabla.